Patrick s'est rendu compte que ses enfants et sa femme ne s'occupaient pas de lui, même lorsqu'il était malade, et il a donc disparu une nuit. Ils l'ont à peine remarqué jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, un avocat les appelle pour leur annoncer une nouvelle aussi choquante qu'incroyable. C'est alors qu'ils ont appris une dure vérité à laquelle ils ne s'attendaient pas de la part d'un parfait inconnu. Et, les enfants, attendez-moi. Attendez-moi, lança Patrick à ses enfants, qui quittaient l'école à la fin de la journée. Il travaillait dans leur lycée comme concierge et les saluait de temps en temps, mais Elisa et Dylan l'ignoraient presque toujours. Pourtant, aujourd'hui aurait dû être différent. Il les vit lever les yeux au ciel, mais au moins ils s'arrêtèrent. Quoi ? Demanda Elisa d'un ton irrité. Vous vous souvenez que c'est mon anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas ? Demanda-t-il, plein d'espoir. Ok, dit Dylan en haussant les épaules. Eh bien. Vous n'allez rien dire ? Patrick plissa les sourcils. Joyeux anniversaire, je suppose, dit Dylan avant de s'éloigner. Elisa ne prononça pas un mot et se mit à suivre son jeune frère. C'était courant. La famille de Patrick n'était pas parfaite. En fait, il était sûr que sa femme, Samantha, et leurs enfants le détestaient à cause de son travail et du peu qu'il gagnait. Cependant, il savait que les enfants étaient méchants uniquement parce que leur mère les avait montés contre lui. Elle lui reprochait souvent son manque d'ambition et le fait qu'il n'avait jamais fait de projet d'avenir, préférant vivre dans l'instant présent. Patrick savait aussi qu'elle avait un amant, mais il essayait de l'ignorer. Il ne voulait pas divorcer et s'éloigner de ses enfants, même s'il avait déjà l'impression que des kilomètres les séparaient. Il a essayé d'améliorer leur relation, mais Dylan et Elisa l'ont regardé avec le même dédain que leur mère en grandissant. Il se plaignait d'avoir dû contracter des prêts étudiants pour payer leurs études plus tard et de ne pas avoir reçu de voiture pour leur anniversaire comme leurs camarades de classe. Patrick essayait de les ignorer et de faire de son mieux, mais cela devenait de plus en plus fatigant chaque jour. Il se sentait pris de vertige en les regardant s'éloigner de lui, sans même faire semblant de lui souhaiter un bon anniversaire. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant, et l'air quittait rapidement ses poumons, mais c'était comme s'il n'arrivait pas à en faire entrer davantage dans son corps. Soudain, le monde devint noir, mais il le sentit lorsque son corps heurta le sol. Il s'est rendu compte que des gens s'étaient approchés de lui. Certains criaient d'appeler le 911, d'autres le touchaient. Il ne pouvait qu'espérer que ses enfants n'étaient pas trop effrayés avant qu'ils ne perdent connaissance. Patrick s'est réveillé dans une chambre d'hôpital plus tard dans la journée, et les médecins lui ont dit qu'il devait faire plusieurs tests supplémentaires en raison de problèmes pulmonaires. Après le départ des médecins, il regarda autour de lui et vit ses enfants assis en train de surfer sur leur téléphone. Tout va bien se passer, les enfants. Je serai bientôt rétabli et nous pourrons rentrer à la maison ensemble, leur a-t-il assuré. Elisa leva les yeux de son téléphone. Maintenant que tu es réveillé, j'ai appelé maman pour qu'elle vienne nous chercher. Bien sûr, tu t'es évanoui un jour où j'avais des projets, dit-elle avec insistance. Dylan n'a rien dit, et Patrick s'est senti encore plus mal à l'aise que lorsqu'il s'était évanoui.
Samantha est venue, a fait semblant de s'occuper de lui, a parlé au médecin et est repartie avec les enfants. Les médecins voulaient garder Patrick toute la nuit pour le surveiller et il ne pouvait pas rentrer chez lui avec eux. D'une certaine manière, le fait d'être à l'hôpital sans personne ne faisait qu'accentuer sa solitude. Ses enfants s'en moquaient. Sa femme non plus, et Patrick se demandait s'il pouvait faire quelque chose pour changer cela. Le lendemain matin, le médecin le fit asseoir et lui annonça la pire nouvelle qui soit. Patrick souffrait d'un cancer du poumon de stade 2. Il pouvait recevoir un traitement, être opéré et, avec un peu de chance, survivre. Cependant, vous ne pourrez pas travailler, monsieur Marlins, et vous aurez besoin de beaucoup de soutien. Ce genre de maladie n'est pas facile à vivre. Mais pour l'instant, vous pouvez partir. Je vous adresse à notre oncologue, et vous et votre famille pouvez prendre rendez-vous. Je vous conseille vivement de suivre un traitement dès que possible, déclara son médecin après avoir tout expliqué. Patrick ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui, prévenir sa famille et avoir leur avis sur ce qu'il fallait faire. C'était peut-être égoïste et imprudent, mais il espérait que son diagnostic changerait l'attitude de sa famille. Il avait tort. Les enfants ne savaient pas quoi dire, mais ils n'avaient pas l'air trop inquiets non plus. Si est le stade 2. Ce n'est pas dangereux, dit Dylan. Si est dangereux, Dylan. Des gens meurent tout le temps, et le cancer du poumon peut être agressif. Je pourrais avoir besoin d'une intervention chirurgicale sérieuse, ajouta Patrick avec précaution. Eh bien, si est comme ça, poursuit son fils de 16 ans. Son attitude insouciante est exaspérante. Vous comprenez ce que je dis? Si est un cancer, les enfants, ajouta Patrick, sentant les larmes monter à ses yeux mais refusant de se laisser aller à l'émotion. Nous ne sommes pas médecins. Qu'est-ce ce qu'on est censé dire? Dit Elisa en levant les mains sur le côté. Sa fille de 18 ans n'était pas non plus très inquiète, et Patrick ne put que soupirer. Très bien, dit-il et il les laissa aller dans leur chambre. Ils firent tous comme si rien n'avait changé pendant les quelques jours qui suivirent. Tout est resté comme auparavant. Il ne se souciait pas de lui. Patrick ne pouvait que se demander si son approche de la vie n'était pas erronée, c'est-à-dire vivre le moment présent, ne pas se soucier de l'argent et ne pas avoir d'ambition professionnelle. Était-ce sa faute si ses enfants le traitaient ainsi? Peut-être bien. Après quelques jours, il en était sûr et il était temps de leur donner ce qu'ils voulaient. Il fit ses valises quand tout le monde fut endormi et parti. Votre père est parti, dit la mère d'Elisa dans la matinée. Au travail? Je croyais qu'il avait dû démissionner, se demanda-t-elle, indifférente. Non, je veux dire qu'il est parti. Ses vêtements ont disparu, poursuivit Samantha. Eh bien, quel drama queen, marmonna Dylan, et ils retournèrent tous à leur vie. Elisa continua à profiter de sa dernière année d'études sans s'inquiéter. Dylan ne traînait plus souvent avec ses amis et aimait ne plus être gêné par son père concierge. Samantha a commencé à sortir ouvertement avec son petit ami, qui a fini par s'installer chez eux. Leur vie continuait à se dérouler de la même manière.
Ils pensaient que c'était mieux que lorsque leur père vivait à la maison. Mais tout a changé lorsqu'un avocat les a appelés pour leur dire qu'il était chargé de la succession de leur père et qu'il avait besoin de les voir. Pourquoi papa aurait-il un avocat? Ils sont chers, grommela Dylan, alors qu'Elisa et lui arrivaient dans le bureau de l'avocat. Je ne sais rien. Mais voyons de quoi il s'agit, répondit Elisa. Je ne sais pas pourquoi il a parlé d'héritage. N'est-ce pas le mot que les avocats utilisent quand quelqu'un meurt? Si est-il vrai? Tu crois que… Point d'interrogation. Dylan fronça les sourcils, regardant sa sœur avec des yeux un peu plus grands. Non, dit-elle en secouant la tête. Non. Pas vrai? L'assistante de l'avocat les conduisit au bureau, et les deux adolescents s'assirent en face d'un homme imposant qui se présenta comme étant M. Lévi. Eh bien, les enfants prodigues sont là, dit l'avocat d'un ton sarcastique, ce qui hérissa le poil d'Elisa. Excusez-moi? Demanda-t-elle, commençant à s'offusquer. L'un d'entre vous sait-il que son père est mort? Poursuivit M. Lévi. Les deux adolescents se sont rassis sur leur siège et se sont regardés l'un de l'autre. Ils avaient toujours dédaigné leur père, du moins depuis qu'il avait plus de 12 ans, et ne savaient pas où il était allé. Mais ils ne voulaient pas qu'il meure. Non, murmura Dylan. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Qu'est-ce ce qui s'est passé? Demanda M. Lévi en haussant la voix. Votre père avait un cancer du poumon. Il est mort. Parti pour de bon, et aucun de vous n'est allé à l'enterrement. Vous ne vous êtes même pas soucié de lui. Je sais tout de vous deux, mais d'une manière ou d'une autre, votre père vous aimait encore, et si est-il pour cela que vous êtes ici. Tu as 18 ans. Ton frère a 16 ans. Vous êtes tous les deux assez grands pour savoir ce qu'il en est, dit M. Lévi en les regardant d'un air sombre. Quoi qu'il en soit, venons-en aux faits. Pour Dylan, votre père vous a laissé la voiture de vos rêves et m'a dit de vous souhaiter un joyeux anniversaire tardif, mon cher garçon. J'espère que cette voiture te plaira. L'avocat a jeté quelques clés à Dylan en frappant durement sa poitrine. À ma magnifique fille, j'ai laissé un petit fonds en fidéicommis, qui t'aidera à commencer tes études. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire plus pour vous deux de mon vivant, mais j'espère pouvoir rattraper certaines de mes erreurs avec cet argent. Je t'aime, papa. Fini de lire Monsieur Lévi. Un fonds en fidéicommis? Demanda Elisa, la bouche ouverte par le choc. Oui, il y a environ 50 000 $. J'espère que si est suffisant, et on m'a dit que la voiture valait environ 20 000 $. Alors, j'espère que vous êtes reconnaissants tous les deux, répondit l'avocat avec colère. Je ne pense pas qu'aucun de vous ne mérite ces cadeaux après la façon dont vous avez traité votre père, mais ce n'est pas à moi d'en décider. Quoi qu'il en soit, il est à l'adresse où il a été enterré. J'espère que vous irez lui rendre visite, mais je préfère ne pas me faire prier. Mon assistante a le reste des détails. S'il vous plaît, partez. Bon débarras, vous deux. Dylan et Elisa se levèrent à contre-cœur de leur chaise de bureau et sortirent. Elisa obtint toutes les informations nécessaires pour pouvoir accéder immédiatement à son fonds d'affectation spéciale. La voiture de Dylan était juste à l'extérieur. Mais les deux adolescents se tenaient à côté d'elle, devant le bâtiment du cabinet d'avocat.
Ils étaient figés et sans voix. Comment? Pourquoi? Quoi? Commença Dylan, mais il n'arrivait pas à formuler ses questions correctement. Ouais, dit Elisa parce qu'elle comprenait parfaitement son frère. Ils ont repensé à leur vie entière et ont constaté à quel point leur père avait toujours été bon avec eux. En revanche, ils étaient horribles avec lui. Nous devrions aller lui rendre visite à l'adresse. N'est-ce pas? Poursuivit Dylan, et Elisa acquiesça. Ils s'assirent dans la nouvelle voiture de Dylan, réfléchissant à tout ce que cela impliquait. Où et comment leur père avait-il obtenu cet argent? Pourquoi leur donnerait-il des choses après tout? Pourquoi est-il mort si vite? Que lui est-il arrivé? Ils arrivèrent au cimetière et marchèrent lentement jusqu'à la pierre tombale, mais quelqu'un était déjà là. Oh, waouh! Si est un sacré choc pour moi. Vous lui ressemblez tous les deux, dit un homme étrange assis sur une chaise pliante à côté de la tombe après les avoir aperçus. Bonjour, dit Elisa avec ses lèvres desséchées. Vous connaissiez notre père? L'homme ricana. Bien mieux que vous. Et j'ai été bien plus gentil avec lui ces derniers mois, répondit-il en se retournant vers la tombe. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Demanda Dylan. Pour la première fois depuis qu'il avait appris la nouvelle, ses yeux montraient une véritable douleur. Ça vous intéresse? Se demanda l'homme, et c'était comme s'il leur avait tiré dessus avec un pistolet en plein cœur. Mais si est-il seulement parce que sa question était si honnête qu'elle leur a fait mal? Oui, nous nous en soucions, répondit Elisa, honteuse. Votre père a rejoint notre groupe de soutien aux malades du cancer il y a quelques mois, et nous sommes tous devenus amis. Savez-vous ce qu'il a dit lors de sa première rencontre? Questionna l'homme, mais il n'attendait pas de réponse. Patrick a dit, j'ai été un mauvais père pour mes enfants. Je n'aille pas travailler assez dur pour les préparer à la vie. Il me détestait pour cela. Le cancer m'a fait comprendre que je devais faire mieux. Je vais travailler 2 fois plus dur maintenant pour leur laisser quelque chose quand je ne serai plus là. Elisa et Dylan se sont mis à déglutir bruyamment. Au début, les gens pensaient qu'il avait été négligent ou quelque chose comme ça, mais ensuite, nous en avons appris plus sur sa vie et nous avons réalisé que c'était un homme bon, un bon père et une personne attentionnée, surtout quand il a commencé à avoir 4 emplois et qu'il a refusé d'aller au traitement, poursuivit l'homme. Il ne voulait pas que nous le sachions, mais je l'ai découvert. 4 emplois? Dit Dylan, le cœur brisé. Oui. Il travaillait dans le bâtiment et devait porter des sacs de sable et d'autres objets pendant des heures alors qu'il avait du mal à respirer correctement. Il travaillait dans une station-service la nuit, tondait les pelouses et livrait des choses alors qu'il n'avait pas de voiture, poursuivit l'inconnu. Elisa se mit à pleurer doucement, imaginant son père en train de se débattre. Oui, je suis devenu sa personne à contacter en cas d'urgence. Il s'évanouissait souvent au travail et on l'emmenait à la clinique, mais il refusait toute assistance et retournait au travail. Finalement, j'ai décidé que ça n'était assez. Je lui ai donné de l'argent que j'avais économisé pour me faire soigner. Ses symptômes étaient bien pires. Je voulais qu'il reçoive enfin une chimiothérapie, mais je sais maintenant qu'il a utilisé l'argent pour vous, ajouta l'homme, en jetant un coup d'œil à la voiture de luxe garée juste à l'extérieur du terrain. Je ne lui en veux pas, mais je ne pense pas que vous le méritiez.
Vous ne le méritiez pas. Dylan tomba à genoux à ces derniers mots, et Elisa sanglota bruyamment. Nous sommes désolés, papa, dit-elle en touchant la pierre tombale. Lorsque leurs larmes se sont taries, Elisa a raconté qu'elle s'était rendue à une soirée dansante père-fille à l'école. Certaines filles disaient que leur père ne pouvait pas venir à cause de leur travail, mais le nôtre est venu. Il était toujours la pointe. Il l'était, admit Dylan. Il a construit ce projet de fusée pour ma foire scientifique de Spell 2-bas. C'était fou, mais on s'est tellement amusé. Pourquoi ? Pourquoi avoir été de tels monstres pour lui ? Se demanda Elisa, les mots s'échappant de son âme. Je n'en sais rien. Mais je ne peux pas garder cette voiture, dit Dylan. Je ne peux pas aller à l'école avec cet argent. Mais est-ce qu'on gaspille le sacrifice de papa ? Demanda-t-elle à son petit frère, qui se pinça les lèvres. Je pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire pour lui, dit Dylan, qui eut une idée. Et Elisa était d'accord. Le lendemain, ils parvinrent à retrouver l'homme étrange. Il était de retour, visitant la tombe. Il s'appelait Gerald et Elisa lui avait fait un chèque. Je ne sais pas de combien d'argent vous avez besoin pour vos traitements, mais faites-moi savoir si vous avez besoin de plus, dit-elle. Nous essayons de faire des choses. Je sais que ce n'est pas assez. Mais Dylan et moi travaillerons toute notre vie pour nous racheter de la façon dont nous l'avons traité. Gerald resta bouche bée, mais il accepta l'argent. Merci, dit-il. Il a parlé de vous en termes élogieux malgré tout. Il y a peut-être de l'espoir pour vous deux. Avec l'aide d'Elisa, Dylan a vendu sa voiture et ils ont décidé de faire don de l'argent à une organisation locale de lutte contre le cancer chez les enfants, qui aide les enfants issus de familles à faible revenu à bénéficier d'un traitement. Ils se sont assurés de savoir que le véritable donateur était Patrick. La fratrie s'est sentie mieux après avoir fait ce don, mais ce n'était pas suffisant. Elisa a demandé à Gerald son numéro de téléphone et ils sont restés en contact avec lui. Comme il n'avait ni famille ni personne à ses côtés, Elisa et Dylan ont commencé à se rendre au rendez-vous de chimiothérapie. Ils l'ont accompagné aussi souvent que possible après l'école, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Leur mère détestait tout ce qu'il faisait et se plaignait lorsqu'il lui parlait de renoncer à l'argent. Elisa a donc déménagé après avoir obtenu son diplôme, et Dylan l'a suivi quelques années plus tard. Il n'avait pas complètement coupé les ponts avec elle parce qu'il avait déjà appris la douleur de la perte d'un parent, mais il ne la voyait pas souvent. Tous deux ont réalisé qu'il avait suivi son exemple et qu'ils ne voulaient pas revenir à leurs anciennes habitudes. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur l'université et le travail à temps partiel pour subvenir à leurs besoins. Ils ont obtenu des prêts étudiants et ont vécu de manière frugale, mais ils étaient plus heureux que jamais. Au bout d'un an environ, Gerald était officiellement en rémission, et ils l'ont emmené à la plage pour fêter l'événement. Notre père a toujours voulu voir la mer, mais nous n'avons jamais eu le temps. Prenons le temps, suggéra Elisa, et Dylan et Gerald approuvèrent. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La vie est trop courte pour traiter ses proches comme s'ils n'avaient pas d'importance. Dylan et Elisa ont appris cette leçon trop tard, mais ils ont passé le reste de leur vie à se rattraper.
l'argent n'est pas si important dans le grand schéma de la vie. Patrick tenait plus à être présent pour sa famille qu'à sa carrière, et ses enfants ne l'ont compris qu'à sa mort. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.